Yo 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 yo, wesh la famille, comment on va? J'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde passe un merveilleux mardi, hein. Donc une autre vidéo statique la famille. Je ne vais pas trop perdre votre temps. Vous connaissez le nouveau format maintenant, des vidéos statiques jusqu'à jeudi et vendredi, un live stream sur Twitch à 21 h heure française. Donc soyez présents vendredi, ça va être un cool stream. On commence live sans trop perdre votre temps. Donc premier article et c'est chaud, hein, la semaine commence bien. Ici, on voit des attaques de drones frappent Moscou, provoquant la fureur au Kremlin. C'est vraiment chaud là. 200 blessés lors d'une rare attaque contre Moscou, alors que les raids russes plus lourds ciblent Kiev, tuant au moins une personne. Donc là maintenant, il y a un drone qui a attaqué le Kremlin, et là tu as des missiles qui ont frappé Kiev. Donc des drones ont frappé Moscou mardi, mais ont été neutralisés selon la Russie, dans ce qu'un politicien a qualifié de pire attaque contre la capitale depuis la Seconde Guerre mondiale, tandis que Kiev a également été touché depuis les airs pour la troisième fois en 24 heures. Donc c'est chaud, cette histoire continue de s'accentuer. Maintenant, hein, on n'a pas encore fini, c'est une semaine très 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 chargée. On a beaucoup de chiffres qui vont tomber, beaucoup de data va sortir cette semaine. On parle de la confiance des consommateurs, on parle des chiffres de l'emploi, on parle des chiffres de chômage, on parle de... Il y aura 4 gouverneurs de la fédérale, de la Fed qui vont parler. Donc il y a plein de choses qui vont être dites cette semaine. Et je pense que ces choses-là vont impacter les marchés financiers, c'est sûr. Que ce soit les marchés à risque, que ce soit le dollar, que ce soit n'importe. Je pense qu'il y aura un impact, que ce soit négatif ou positif. Tout dépend des chiffres. N'oubliez pas, les bonnes nouvelles sont des mauvaises nouvelles pour les marchés à risque. Et les mauvaises nouvelles sont les bonnes nouvelles pour les marchés à risque. Donc, premier truc, et je pense que ça va sortir aujourd'hui, aperçu de la confiance des consommateurs américains. La confiance reste en baisse, mais le dollar vise la hausse. Depuis très longtemps, je vous ai montré, je sais pas moi, 20 millions de fois la charte du dollar et je vous ai fait 20 millions d'analyses techniques sur le dollar. Et j'arrêtais pas de vous dire depuis des mois et des mois et des mois et des mois que le dollar va fly, ok? Donc, premier target pour moi, c'est le 105.63. Et même eux, ils le disent, hein, on parle de 105 ici. Ils disent même qu'il va dépasser le 105. Moi, je le disais depuis le mois de février parce que même si on avait un épaule-tête-épaule qui était menaçant, c'était clair le fait que le dollar reste en dessus du 0.5 Fibonacci level pendant un certain temps. C'était clair et net que le prochain move, ça serait un pump. Et là, clairement, on a eu le pump. Je pense que le dollar n'a pas encore fini. Je pense qu'il va continuer à pomper. Et le premier target pour moi, c'est le 105.63. S'il casse le 105.63 avec confirmation, je vise le 109, peut-être même le 113. Ok, le 113, je n'y pense pas pour l'instant. Mais first, c'est le 105.65, 63 ou bien le 109. Donc, premier, c'est le 105 et on verra après. La confiance des consommateurs aux États-Unis a été sous le feu des projecteurs en 2022, alors que la flambée de l'inflation à la suite des blocages liés au coronavirus a amputé les revenus des Américains. Le monde continue de souffrir d'une inflation plus élevée que souhaitable, mais les pressions sur les prix s'atténuent et apportent un peu d'espoir à l'intérêt spéculatif. Les consommateurs, cependant, vivent une histoire différente. Ben ouais, les consommateurs vont toujours se faire démonter, mais les spéculateurs, ceux qui se positionnent sur les marchés à risque, etc., avec tout ce qui se passe en ce moment, avec l'augmentation du plafond de la dette et tout, avec l'optimisme qui s'impose sur les marchés depuis un très long moment, bien sûr, il y a un espoir pour les spéculateurs, c'est sûr et certain. Mais pour les consommateurs, c'est une autre histoire, ça c'est vrai. L'indice de confiance des consommateurs de Conference Board est tombé en avril à 101.3 contre 104 en mars et devrait avoir encore diminué en mai à 99.1. Depuis février 2022, la sous-composante attente est restée inférieure à 80, un niveau généralement associé aux attentes d'une récession au cours de la prochaine année. En fait, le sous-indice est tombé à 68.1 en avril contre 74 le mois précédent, ce qui indique que les gens ne voient pas la situation s'améliorer et craignent toujours une aggravation des conditions économiques. Donc juste pour mettre les choses au clair. Plein de monde m'écrivent et me disent non mais l'or c'est la valeur refuge. L'or est une valeur refuge contre l'inflation, ça c'est vrai. Mais le dollar est une valeur refuge contre la récession. Ok? Donc, l'or est une valeur refuge pour protéger son pouvoir d'achat, pour protéger sa fortune, pour préserver sa fortune, pour préserver son pouvoir d'achat. Mais le dollar, à chaque fois qu'il y a un suspense dans les marchés à risque, à chaque fois qu'il y a un doute, à chaque fois qu'il y a une confusion,
on se refuge dans le dollar. Ok? C'est pour ça qu'on voit le dollar. On pense que le dollar va continuer sa route vers le nord. Pourquoi? Parce qu'on se refuse sur le dollar, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans les marchés à risque. Il y a une peur ici. Ok? Mais ça n'a aucun rapport avec l'or. L'or est une valeur refuge. Je n'ai jamais dit que l'or ce n'est pas une valeur refuge. Mais l'or est une valeur refuge contre l'inflation. Quand l'inflation va reprendre son envol, et vous allez voir comment le gold va reprendre son envol. Pourquoi l'inflation va reprendre son envol? Parce que le dollar va crash. Aussi simple que ça. Pourquoi l'inflation va reprendre? Parce qu'on va créer plus de masse monétaire. Donc si on crée plus de masse monétaire, le dollar tombe. Voilà, c'est tout. Et tu as le gold qui fly. C'est ça. Donc, de plus, les responsables de la Réserve fédérale américaine ont surpris les marchés financiers avec des commentaires bellicistes suggérant qu'ils pourraient augmenter les taux au moins 1 ou 2 fois de plus. Une révision à la hausse du produit intérieur brut PIB du premier trimestre a en quelque sorte diminué les chances d'un ralentissement tout en stimulant la spéculation pour les hausses supplémentaires. Bah écoute, le prochain Fed Meeting c'est le 13 et le 14 juin. Est-ce qu'on va augmenter les taux ou pas? Je pense que oui. Ben, après, c'est 50-50. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je disais avant l'accord? Je disais qu'une fois que l'accord sera fait, une fois qu'on aura l'augmentation du plafond de la dette, Jerome Powell aura des nouveaux outils pour nous donner un nouveau discours, une autre façon de parler. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être nous donner plus d'espoir, peut-être ne pas reculer complètement, mais dire, hey, le prochain Fed Meeting, je recule, tu vois? Donc là, maintenant, le plafond de la dette a augmenté. Pas augmenté, mais aujourd'hui, on aura l'accord, je pense, aujourd'hui ou mercredi. Donc l'accord sera fait. Ça veut dire quoi? Pendant 2 ans, c'est illimité. Illimité. Illimité, tu fais ce que tu veux. Illimité. Donc moi, pour moi, en sachant que l'économie ne se porte pas bien, malgré les chiffres qui sont truqués, en sachant que maintenant, la Fed pourra imprimer pendant 2 ans à partir de mercredi, non pas maintenant, mais à partir de mercredi, vu que l'accord sera officialisé, elle pourra imprimer pendant 2 ans, non-stop, illimité. Donc, tu as toutes les cartes et tu as tout ce qu'il te faut pour reculer, pour mettre une pause et changer ta politique monétaire. Donc ça, c'est ce que je veux, ce qu'on aimerait. Mais après, voilà, ils ont un agenda, il faut respecter leur agenda, il faut voir vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire. Maintenant, n'oubliez pas un truc, c'est ce que je vais le répéter encore et encore. Janet Yellen, le Trésor, il a dit après l'accord, on pourrait drainer de la liquidité. Donc, s'ils vont drainer de la liquidité, ok, disons que ce scénario sera vraiment pris en considération. Donc, ils vont drainer la liquidité. On parle de 6 à 8 semaines. Mais pendant ces 6 à 8 semaines, on a 2 Fed meetings. On a un Fed meeting pour le mois de juin et on a un Fed meeting pour le mois de juillet. Donc, on peut voir clairement des taux d'intérêt augmenter pendant ces 2 Fed meetings. Et une fois que le drainage de liquidité finira, ben là, tu as Jerome Powell qui recule, il dit « Ok, c'est bon, on a fini. » Nanana. Tu vois, donc, hey, on ne peut pas savoir exactement, vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire. Vraiment là, parce que sinon, tu sais, on ne travaille pas avec eux, on n'est pas avec eux, on dort pas avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est très difficile de vraiment voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais dans les deux cas, qu'ils augmentent les taux ou qu'ils ne les augmentent pas, on a quand même une menace pour un dump. Et cette menace vient du Trésor américain qui pourrait drainer de la liquidité. Maintenant, s'ils vont drainer de la liquidité, bah, pour moi, Jerome Powell, s'il balance des taux d'intérêt pendant le drainage de liquidité, voilà, c'est déjà la merde. Le drainage de liquidité va faire baisser les marchés à risque, c'est sûr et certain. Donc ton taux d'intérêt ou ton discours belliciste ou je sais pas quoi va rien foutre. La vérité, il aura aucun impact. Tu vois? Donc ça me dérange pas. Balance le 0,25%, je m'en fous. Mais s'il n'y a pas le drainage de liquidité et Jerome Powell vient, il balance le 0,25%, ça pourrait faire un impact, mais en même temps, n'oubliez pas, les marchés ne se font plus impacter. Les marchés sont trop optimistes. Les marchés s'en foutent de Jerome Powell. Les marchés s'en foutent des taux d'intérêt. Et ils s'en foutent du discours de Jerome Powell. Donc ça se peut qu'ils ne suivent pas. Ça se peut qu'ils ne se font même pas impacter négativement par le discours de Jerome Powell et par le 0,25%. Donc juste le 0,25% pourrait ne pas faire d'impact. Mais si on a le drainage de liquidité, je vois un impact négatif venir du drainage de liquidité et non de Jerome Powell. Okay? Mais bien sûr, le 0,25% et le discours belliciste va renforcer le dollar, bien sûr. Et si le dollar continue à pomper, bah, c'est sûr et certain, ça va impacter les marchés à risque. Bon, j'ai trop parlé sur ça. J'espère que vous avez compris. Donc, les rendements du Trésor trébuchent alors que les investisseurs anticipent le vote sur l'accord de plafond de la dette. Bah ouais, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit le moment, depuis le mois de janvier, je vous le dis. Le moment où on aura un accord sur le plafond de la dette, qu'est-ce que les marchés vont faire?
ils vont directement se faire impacter. Et là, on a vu Bitcoin se faire impacter, on a vu XRP qui se fait impacter en ce moment même, on voit la crypto qui se fait impacter. Hier, les marchés, le Dow Jones, le Nasdaq, le S&P s'étaient fermés parce que c'était férié hier aux États-Unis. Donc là, aujourd'hui, ils vont ouvrir. Est-ce qu'ils seront positifs ou pas? Je ne sais pas. Mais je pense que oui, parce qu'aujourd'hui et demain, c'est l'accord concernant le plafond de la dette. Et à ce qui paraît, McCarthy, donc les républicains qui bloquaient l'augmentation du plafond de la dette, dû aux dépenses des démocrates, bah, on a vu clairement que McCarthy, le chef des républicains, a cédé. Il a perdu les négociations. Clairement, les démocrates ont gagné. Tu vois? Donc là, on a du spending, là pas spending, mais on a vraiment, on peut imprimer pendant 2 ans sans limite. Tu comprends? C'est sûr et certain que les marchés vont aimer ça. Sur le coup, bien sûr. C'est ce que j'ai dit depuis un long moment et c'est ce que j'attends depuis un long moment. Et n'oubliez pas, on est le mois de juin. N'oubliez pas qu'on est dans le deuxième trimestre 2023. Donc s'il n'y a pas de drainage de liquidité, ben voilà, c'est le pump que j'attends depuis longtemps pour le deuxième trimestre 2023, ben on pourrait l'avoir le mois de juin. On pourrait littéralement l'avoir le mois de juin. Maintenant, la seule menace qu'on a, c'est le trésor du département américain qui pourrait drainer de la liquidité et qui pourrait annuler ce pump. Qui sera, normalement, qui est inévitable après cette annonce qui est incroyablement folle et fondamentalement folle, qui est l'augmentation du plafond de la dette. Et on parle d'une augmentation illimitée pendant 2 ans, jusqu'en 2025. Normalement, voilà, normalement, les marchés devraient continuer à pomper. Mais, n'oubliez pas qu'est-ce que Janet Yellen elle a dit. À partir d'un moment, à partir de l'accord, on pourrait drainer de la liquidité. Donc ça, c'est la seule menace. Parce qu'elle a dit directement après l'accord. On pourrait voir ce drainage de liquidité commencer le mois de juin. Et ça pourrait finir fin juillet. Okay? Donc on verra. Moi, je m'attends à rien. Je prédis rien. Moi, je ne m'attendais même pas à cette activité venant du Trésor américain pour remplir ses coffres. Moi, la seule annonce que j'attendais, c'était l'accord de l'augmentation du plafond de la dette. Cette annonce-là, elle a fait effet sur le marché. C'est ce que je pensais. Mais s'il n'y a pas de drainage de liquidité, je pense que ça va faire un effet beaucoup plus fort que celui-là. Et on pourrait voir vraiment Bitcoin toucher le 50 000. 50 000, 55 000 avant la chute. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si on voit Bitcoin toucher le 50 000, 55 000, on pourrait spéculer sur XRP qui touche le 90 sous, le 1 dollar, le 1,20, le 1,30, dans ces alentours-là, avant de crash encore et repartir après. Ok? Donc, les rendements du Trésor américain ont chuté mardi alors que les marchés ont rouvert après avoir été fermés pour le Memorial Day lundi et les investisseurs se sont préparés à un vote sur un accord de plafond de la dette avant la date limite du 5 juin. Donc, on a une date limite, pour de vrai, qui est le 5 juin. Mais ils ont dit que normalement, c'est cette semaine. Donc, normalement, c'est demain. Aujourd'hui ou demain. Mais je pense plus demain. Demain, où l'accord devrait être officialisé, pour de vrai. Parce que tout le week-end et la semaine passée, et tout le monde disait que voilà, ils ont trouvé un accord, ils ont trouvé un accord, ils ont trouvé un accord. Et j'ai parlé de ça hier en plus sur ma vidéo statique. Je pense que là maintenant, tout ce qui manque, on est dans l'étape d'officialiser l'accord. Et je pense que c'est ce qui va être fait demain. Le rendement du bond du Trésor à 10 ans était en baisse de 10 points de base à 3,71%. Le Trésor à 2 ans s'échangeait plus de 7 points de base à 4,51%. Les rendements et les prix évoluent dans les directions opposées et un point de base équivaut à 0,01%. Au cours du week-end, le président Joe Biden et le président de la Chambre, Kevin McCarthy, sont parvenus à un accord pour relever le plafond de la dette. Cela est intervenu après que le secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré vendredi que les États-Unis feraient défaut sur leur obligation de dette dès le 5 juin, plusieurs jours plus tard que la précédente date limite du 1er juin. Donc là, maintenant, c'était le 1er juin, ils l'ont repoussé au 5 juin. Donc 4 jours, ok. Un vote sur l'accord devrait avoir lieu mercredi. Donc voilà, mercredi, on devrait avoir une annonce officielle. À la Chambre des représentants contrôlée par les républicains et plus tard dans la semaine au Sénat. Ah, ok. Donc là, on va avoir un vote seulement. Donc non, ce n'est pas une annonce officielle là. Là, c'est seulement un vote qui aura lieu mercredi à la Chambre des représentants, contrôlé par les républicains, et plus tard dans la semaine au Sénat. Donc là, maintenant, il y aura 2 votes. Un demain et un plus tard la semaine, qui est contrôlé par les démocrates. Donc il y a un vote qui va se faire par les républicains, qui se fera demain,
il y aura un autre vote qui se fera pendant la semaine et qui se fera par les démocrates. Un groupe de républicains a déclaré lundi qu'il n'accepterait pas l'accord, suggérant qu'il y avait un chemin à parcourir avant qu'il ne soit approuvé. Cependant, les politiciens des deux côtés de l'allée ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce qu'une solution soit trouvée et les analyses semblaient positives quant à l'approbation d'un accord avant la date limite. Ailleurs, les investisseurs ont digéré l'indice des prix et des dépenses de consommation personnelle d'avril qui s'est établi vendredi à 0,4% sur une base mensuelle, ce qui était plus élevé que prévu. L'indice est l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale. Yes, yes, yes. Un comité de la Chambre examinera l'accord de limitation de la dette. HP fera rapport, ce qui fait bouger les marchés. Donc ici, on voit le comité de la Chambre examinera l'accord sur le plafond de la dette. Donc on vient de le lire. Donc pour de vrai, on sait ce qu'on doit savoir. Demain, c'est le vote des républicains. Pendant la semaine, au cours de la semaine, c'est le vote des démocrates. À ce qui paraît, ils ont trouvé un accord. À ce qui paraît, c'est positif. Et à ce qui paraît, ils vont trouver une solution avant la date limite du 5 juin. Ok, donc moi je pense que c'est inévitable, je pense que ça c'est du cinéma, je pense que tout ça c'est du Hollywood et je pense que malgré ce suspense et malgré cette peur, ils vont augmenter le plafond de la dette. Ils n'ont pas le choix. Maintenant moi tout ce qui me fait peur, pas tout ce qui me fait peur, mais tout ce qui me stresse, c'est d'abord c'est le trésor américain. C'est quand qu'il va commencer le drainage, est-ce qu'il va le faire ou pas? Parce que je vais toujours rester en mode stressé par rapport à ça, tu vois. C'est pas le dump qui me stresse. C'est pas le dump qui me stresse. C'est pas le dump qui me stresse. C'est le fait de ne pas d'être surpris par une activité ou par un comportement qui sort de nulle part, tu vois. Attendez, mon micro là. C'est ce qui me stresse. Tu vois, tu es là, tu es bien, tu es en train de trader, tu as des bonnes analyses techniques, tu as des bonnes analyses fondamentales et tout, et tout, et tout. Et là, boum, il y a un truc qui sort de nulle part et là, tu vois une grosse barre rouge. Tu dis, mais hey, ça sort de où, tu vois? Donc, le fait de savoir qu'il y aura peut-être un drainage de liquidité, bah, au moins, tu seras toujours à l'affût de cette barre rouge qui peut sortir de nulle part, tu vois? Donc, yeah. Mais anyway, vous êtes des gens à long terme, vous êtes des investisseurs à long terme. Donc, le plafond de la dette, voilà, qu'il augmente le 1er juin ou le 5 juin ou le 10 juin ou le drainage de liquidité qu'il se fasse ou pas, tu t'en bats les couilles. Parce que tout ce que tu dois savoir, c'est que l'augmentation du plafond de la dette sera faite et elle sera limitée pendant 2 ans. Alors imaginez combien d'argent ils vont imprimer. Et là, on parle d'ici 2030, on parle de plus de 50 trilliards de dollars de dette. Et ça se peut que cette dette-là se fasse plus tôt. Donc ça se peut qu'ils arrivent aux 50 trilliards de dollars avant 2030. Donc, les choses vont aller très, très, très rapidement. Les choses vont aller très vite. Et, yeah. Et croyez-moi, les premiers marchés à se faire impacter positivement par tout ce bordel, c'est les marchés à risque. C'est pour ça que nous, on est investi sur la crypto. Et c'est pour ça qu'on va continuer à investir sur la crypto. Donc, yeah, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ici à dire? Non, pas vraiment. On avance. La hausse parabolique de la dette nationale prévue pour l'Amérique. La dette nationale pourrait atteindre 42,8 trillions de dollars d'ici 2027. Tu vois? Et c'est ce que j'ai dit, 50 trilliards de dollars d'ici 2030. Mais à ce qui paraît, le 50 trilliards d'ici 2030, je n'y crois pas. Ça se peut même qu'on aura 50 trilliards en 2027. Là, on est en 2023. Il reste 6 mois pour 2023. Donc la vérité, il reste 3 ans et demi. Et on sera déjà 50 trilliards de dollars, man. Waouh! Les démocrates et les républicains se disputent sur la manière de réduire le déficit. Plus d'argent pourrait être imprimé pour couvrir les dettes. Tu vois? Ah! Ils te le confirment, ils te le disent. Plus d'argent pourrait être imprimé pour couvrir les dettes. Plus d'argent pourrait être imprimé pour couvrir les dépenses. Plus d'argent pourrait être imprimé pour couvrir les paiements et leurs obligations, etc. Donc, tout cet argent imprimé, elle va se déverser sur les marchés à risque. Parce que ces mêmes personnes qui nous contrôlent sont investies sur des marchés à risque. Tout le monde est dans les marchés à risque. Surtout ces gens-là. Donc, croyez-moi, les marchés à risque doivent pomper. Les marchés à risque doivent fly. Les marchés à risque doivent exploser. Parce que eux, ils doivent faire l'argent. C'est eux les premiers qui doivent faire l'argent. Ce n'est pas nous. Alors, croyez-moi, vu que nous, on est positionné dans le même game que eux, vu qu'on est positionné dans le même marché que eux, alors quand ils feront l'argent, on fera l'argent. C'est ce qui est bien avec nous.
On avance, l'économie américaine s'apprête à suivre un chemin semé d'embûches. Si la dette nationale monte en flèche comme prévu, une telle décision pourrait faire suite à la levée du plafond de la dette qui vient d'être provisoirement convenue. Les sonnettes d'alarme ont commencé à sonner pour les économistes et les analystes suite à un accord visant à suspendre le plafond de la dette fédérale américaine. La crise de la dette publique américaine s'aggrave. Le 29 mai, le trader professionnel analyste le marché Matty Greenspan a commenté la suppression de la limite d'endettement. Si le projet de loi est adopté, le gouvernement américain aura un pouvoir d'achat illimité pour la prochaine année et demie. Ce graphique est sur le point de devenir parabolique. Est-ce que vous réalisez qu'est-ce que je viens de lire? Si le projet de loi est adopté, le gouvernement américain aura un pouvoir d'achat illimité. Est-ce que vous réalisez le nombre d'argent là, hein, qui va rentrer dans les marchés à risque? Vous n'avez aucune idée, les gars. Je vous le dis, je vous le répète. Anyway, on avance. Pour finir la première partie, qui est les événements extérieurs, le marché de l'intelligence artificielle s'apprête à franchir la barrière du trillion de dollars, atteindre 1,06 trillion de dollars d'ici 2028, que vous lui fassiez confiance ou non. Ah ouais, le marché de l'intelligence artificielle, pour de vrai, on n'est que dans les débuts, hein. On n'a rien vu encore. Juste dans l'industrie de la crypto, de la blockchain, il y a tellement de projets incroyables qui touchent l'intelligence artificielle. Il y a plein d'opportunités qui se trouvent dans mon Discord et je vous invite à venir dans mon Discord. Le 1er juin, c'est très bientôt. Donc, soyez prêts. Il y a énormément d'opportunités en ce moment même dans l'industrie de la blockchain sur lesquelles vous pouvez investir et que ça touche l'intelligence artificielle. Et croyez-moi, ce marché-là, hein, on n'est que dans les débuts, hein. Donc, il n'a rien vu. Ne pensez pas que le 1 trillion de dollars, c'est quelque chose de malade. C'est que le début. Alors, imagine dans 5 ans, dans 10 ans, dans 12 ans, dans 15 ans, ça va être une industrie de trillions et de trillions et de trillions de dollars. Donc, imagine, toi, tu es investi sur une bonne opportunité qui a une vraie utilité et qui est backée par des grands partenariats. Voilà, c'est une valeur sûre, c'est fini, tu vas faire ton argent, c'est juste une question de temps. Parce que si tu tombes sur une opportunité qui a vraiment une vraie utilité, une vraie solution, avec des vrais partenariats, etc., croyez-moi, avec les trillions de dollars qui vont entrer dans l'industrie de l'intelligence artificielle, chaque opportunité aura une putain de part de gâteau, tu vois. Donc, je ne vais pas les donner ici sur la vidéo statique, je ne vais pas les donner publiquement, parce que sur le Discord, croyez-moi, là maintenant, en ce moment, je suis en train de les regarder, j'en ai comme 5 qui touchent l'intelligence artificielle. Je pense que vous les connaissez, vous aussi, mais voilà, c'est le moment d'investir sur ça. Et il faut vraiment agir avec eux avec une mentalité long terme, hein. Ce n'est pas une mentalité, ah non, l'année prochaine je vends, ou dans 2 ans je vends. L'intelligence artificielle fera partie de notre vie. Elle sera partout. Donc, on est toujours dans les débuts. Donc, vendre maintenant, ça serait stupide. Surtout si tu investis sur ce genre d'industrie, qui est l'intelligence artificielle. Ok? On avance. La Russie renonce à son projet de lancement d'un échange cryptographique national. Donc, la Russie, elle a dit non, il n'y aura pas d'échange cryptographique national. Ici, on voit le projet pilote CBDC indien s'étend à plus de banques et d'emplacements. La Reserve Bank of India a annoncé son intention d'étendre le pilote CBDC cette année en incluant plus de banques et plus d'emplacements. La Reserve Bank of India a annoncé dans son rapport annuel qu'elle étendait son projet pilote en cours de la monnaie numérique de la Banque centrale à plus d'emplacements et à plus de banques. La Banque centrale vise à intégrer davantage de cas d'utilisation et de fonctionnalités à sa monnaie numérique nationale cette année. Cool, bravo à vous les Indiens. La Banque du Japon achève la 2e étape du programme CBDC. Tu vois comment les CBDC ici avancent très vite? 6e vitesse. Ils sont en mode stéroïde là. La Banque du Japon a annoncé l'achèvement de la 2e étape de son programme CBDC et va maintenant de l'avant avec son projet pilote. Le Japon a lancé son programme pilote sur les CBDC en avril. Le programme CBDC va de l'avant. La banque a publié un rapport à l'issue de la 2e phase de son étude sur la possibilité de créer une monnaie numérique de la Banque centrale. La banque a entamé sa première phase de preuve de concept en avril 2021. La 2e phase commençant 1 an plus tard. La 2e phase améliorée et construite sur les fonctions fondamentales du grand livre exploré dans la phase initiale. La banque a déclaré dans son rapport: nous avons lancé en avril 2023 et poursuivons le programme pilote. Dans le programme pilote, le flux de processus de bout en bout sera testé. Les mesures et les défis potentiels pour la connexion avec des systèmes externes seront explorés et les considérations et solutions indiquées comme nécessaires dans les proof of concept seront également explorées. Bravo à vous les Japonais! On sait, vous allez tous sortir vos CBDC.
vous allez tous faire des projets pilotes, vous allez tous faire des programmes CBDC, vous allez tous créer des CBDC avec une date d'expiration. Hey, on connaît votre agenda, c'est fini, c'est fini. Juste sortez-les et qu'on en finisse. Et là maintenant les gars, je vais vous parler de Casper parce que je sais que beaucoup de ma communauté sont investis sur Casper. Moi, je conseille Casper. J'ai conseillé Casper en 2021, fin d'année 2021. J'ai dit à tout le monde d'acheter Casper parce que Casper, je l'adore. Casper, je l'aime trop. C'est un faux projet, c'est une folle utilité, une folle solution pour les entreprises et pour les institutions financières. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont investis sur Casper et cette partie-là, elle est pour vous. Ouvrez bien les oreilles et écoutez bien. Donc, ça vient de Kevin Cage. Il a fait un magnifique trade. Malheureusement, moi, je ne fais pas de trade sur Casper. Je fais plus de trade sur XRP que Casper. Mais Casper, je suis derrière. Il fait partie de mon top 10. Ok? N'oubliez pas ça. Donc, Casper, les marchés des entreprises est le plus grand marché au monde. Ça, c'est vrai. Mais c'est le moins pénétré dans la blockchain. Ça, c'est vrai. Les entreprises recherchent des moyens d'augmenter leurs revenus, de réduire leurs coûts, d'accroître leur efficacité et d'accroître la confiance du public. Bien sûr, ça on le sait. Ici, on voit les entreprises et les gouvernements sont les plus gros consommateurs de technologies telles que le cloud, Internet et les bases de données, avec des fonctionnalités telles que la programmabilité, l'évolutivité, la sécurité, la décentralisation et la confidentialité. Casper Network est simple et optimisé pour l'adoption par les développeurs. Plus de 3 milliards de dollars sont à gagner. Je pense trilliards, plus de 3 trilliards de dollars sont à gagner. Okay. Donc ici, on peut voir des photos. D'ici 2030, on parle de 55,9 trillions de dollars dans des revenus de projets. Voilà. D'ici 2030, venant des compagnies, venant des entreprises. Waouh, 55,9 trilliards de dollars, c'est incroyable. Casper prend en charge WASM, Rust, Assembly, Script et autres qui peuvent être compilés dans WASM. WebAssembly est déjà utilisé par 30 millions de développeurs. En revanche, les développeurs de Solidity ne sont qu'environ 200 cas sur Ethereum. Okay. Casper est positionné pour aider à amener les 100 millions d'utilisateurs suivants à Web3. Aujourd'hui, nous avons environ 400 millions d'utilisateurs mondiaux de crypto. En comparant la croissance des utilisateurs d'Internet, on estime à 1 milliard d'utilisateurs cette décennie. Waouh! Donc Casper Network construit des applications entreprises DeFi massives pour les sociétés de crédit bail, les hypothèques, etc. en tirant parti de la tokenisation et des contrats financiers intelligents. Cela ouvre de nouvelles opportunités aux entreprises pour augmenter leurs revenus et réduire leurs coûts. Ici, on parle avec des fonctionnalités telles que l'évolutivité. Casper Network est une solution évolutive qui peut s'adapter à l'évolution des besoins de l'entreprise et aider les entreprises à rester conformes. Et ici, pour finir, je suis ravi de voir Casper pénétrer davantage dans le Fortune 2000, un processus dans lequel je sais que je peux être un allié important. Si Casper peut nouer des relations avec ne serait-ce que 50 de ces entreprises, cela deviendra la norme de l'industrie. C'est vrai, c'est vrai. Casper, il a un avenir incroyable devant lui parce qu'ils font les choses bien, ils font les choses proprement, ils font les choses d'une façon incroyable, ils font passer les entreprises et les institutions financières avant tout le monde. Donc vraiment, leur infrastructure et leur écosystème, il est fait pour les entreprises. On n'a pas encore fini. Ici, on parle les contrats financiers intelligents devraient être la base de l'innovation des systèmes financiers. Et regardez ça, on parle de Actus. Actus, ça c'est un truc nouveau que je viens de connaître. La norme Actus comme résolution. Et la norme Actus, elle a été créée par Casper en fait. Donc la norme Actus, Algorithmic Contract Type Unified Standard, définit la terminologie des algorithmes et les modèles de données pour décrire ces modèles de flux de trésorerie. Donc on touche la trésorerie ici. Chaque entreprise a une trésorerie. Chaque institution financière elle a une trésorerie. Donc plus on crée des algorithmes et des normes pour gérer le flux des trésoreries, pour fixer la gestion de leur trésorerie, ça va marcher les yeux fermés. Cela permet un traitement numérique totalement cohérent des contrats financiers dans la gestion et l'analyse du cycle de vie. L'objectif de ce système de classification est une représentation algorithmique intelligente, lisible par machine et exécutable par machine de tous les accords financiers légaux, ainsi qu'une séparation stricte du connu de l'inconnu. Bref, je ne vais pas faire le connaisseur sur Actus. Moi, j'ai jamais entendu parler de cette norme Actus, mais cette norme Actus, c'est ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est que quand tu fais une recherche là, Ralph Kubli, un membre du conseil d'administration de Casper Associations.
Tu vois, association. Donc, on voit clairement là que c'est Casper qui fait partie de ce bordel, de cet écosystème. Et c'est Casper qui est derrière cette norme qui s'appelle Actus. Tu vois. Si on fait d'autres recherches ici, tu vois ici que ça parle de Actus ici, tu vois. Et on parle même ici de ISO 222. En 2021, le dictionnaire de données de l'Actus Financial Research Foundation a été ajouté et aujourd'hui, le OFR a ajouté des éléments de données de protocole fixe, une norme de messagerie utilisée par les acteurs des marchés financiers pour la communication électronique, des indications, des ordres et des exécutions. Ok. Donc, c'est intéressant tout ça parce que tout ça, c'est à connaître. Mais malheureusement, je ne fais pas moi des streams que sur Casper. Donc, je ne peux pas expliquer tout ça. Et en plus, c'est une vidéo statique. Donc, je ne compte pas faire des heures et des heures et des heures. Mais c'est intéressant de s'intéresser. Non, c'est intéressant de s'intéresser. C'est intéressant, Casper. Il fait beaucoup de bruit en ce moment. Beaucoup de nouvelles autour. Et vraiment, si vous n'êtes pas sur Casper, je vous conseille vraiment de regarder Casper, de comprendre Casper. Et si ça vous intéresse, investissez sur Casper sans hésiter, sérieusement. Ici, toujours sur Casper, on voit Nucleus Finance qui est bâti sur Casper aussi. Tu vois, donc Nucleus Finance fait un autre délire là aussi. Attendez, je vais vous le montrer maintenant. Voilà, tu vois ici Actus. Tu vois, on est sur Casper Network et ça parle de Actus. Tu vois, Actus, tu vois. Donc Casper est derrière Actus qui est une norme qui sera planétaire pour les entreprises et pour les institutions financières. Et voilà Nucleus Finance, tu vois. La norme Actus définit avec précision et automatiquement les termes des accords financiers sans avoir besoin de documents numérisés ou papier coûteux et lents. Casper est fier d'être le pionnier de ces solutions et de permettre des projets tels que Nucleus Finance, un fournisseur de technologies financières, dans sa mission de révolutionner les marchés de capitaux. La mise en œuvre de la norme ouverte Actus avec des contrats financiers intelligents sur Casper est une approche puissante pour réaliser cette transformation. Donc Actus et Nucleus Finance vont ensemble et c'est Casper qui est le pionnier de ces solutions-là. Donc tout ça, ça touche les entreprises, ça touche les institutions financières, ça touche les contrats financiers, ça touche tout ce qu'il faut. Hein. Et c'est là l'argent. L'argent, elle rentre dans ce genre d'écosystème parce qu'il est fait pour eux, cet écosystème. Donc je vous conseille fortement de s'intéresser sur Casper. Malheureusement, je ne vous ai pas fait une grande recherche en détail, vous expliquer tout ce qu'il faut. Parce que si je commence à vous expliquer tout ce qu'il faut, les gars, ça va partir en couille. On parle facilement de 1h30 de vidéo. Dans ce cas-là, juste faire un stream. Pourquoi faire une vidéo statique de 1h30? Ok? Donc là, maintenant, je ne dois pas dépasser 45 minutes. Il me reste toujours Ripple et XRP. Donc les gars, s'il vous plaît, concentrez-vous sur Casper si vous pouvez, si vous avez l'argent et si vous avez le temps. Actus et Nucleus Finance vont vous aider à comprendre qu'est-ce que Casper met en place. Ok? Donc là, on va passer à la dernière étape qui est Ripple et XRP. Ripple vise le marché des CBDC alors qu'une étude prévoit une valorisation de 213 milliards de dollars. Waouh! Ripple cible la domination du marché des CBDC. Ben ouais, depuis toujours, elle fait que ça. Depuis toujours, elle cible que les CBDC. Pas que les CBDC, mais si on parle des paiements. Ici, on parle d'un nouveau monde qui va tokeniser les devises fiduciaires des banques centrales et va les rendre des monnaies digitales. Ça reste de l'internet de la valeur, ça reste une valeur à déplacer. Donc Ripple a vu le jour, depuis le premier jour, elle se base sur ça. Depuis le premier jour, elle se base sur cette infrastructure qui est les CBDC, qui est les paiements, qui est les règlements, qui est la tokenisation, qui est l'internet de la valeur. Tirant parti de l'expertise de la blockchain pour remodeler la finance sur un marché qui devrait atteindre 213 milliards de dollars en 7 ans. Le marché de la monnaie numérique de la Banque centrale CBDC devrait atteindre une valorisation de 213 milliards de dollars d'ici 2030. Dans ce contexte, Ripple s'est fixé un objectif ambitieux de capturer une part importante du marché. Cette soif de croissance se manifeste dans plusieurs initiatives axées sur les CBDC. Notamment un rapport sur Juniper Research met en évidence l'énorme potentiel de croissance des CBDC car leur valeur mondiale devrait monter en flèche, passant les 100 millions de dollars actuels à environ 213 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Cela marquera une augmentation de 212 900% en 7 ans. Ripple le souligne dans un article récent, attirant l'attention sur son penchant sur l'expansion dans l'industrie. Alors que le monde évolue rapidement vers un paysage financier numérique, Ripple est devenu un précurseur dans l'offre des solutions CBDC innovantes.
Le Crypto Basic a récemment révélé que la République des Palaos avait collaboré avec Ripple, blablabla. Le récent article de Ripple met également en évidence la plateforme CBDC dédiée de la société. Ripple a déployé la solution CBDC le 18 mai, la plateforme qui permet aux banques centrales et autres institutions financières de développer leur propre monnaie numérique représente les efforts de Ripple pour pénétrer la scène CBDC. Donc vraiment, Ripple, elle est là pour les banques centrales. Ripple, elle est là pour les institutions financières. Ripple, elle est là pour le système bancaire. Ripple, elle est là pour tendre l'oreille, écouter les besoins de ces gens-là et leur fournir les solutions qu'ils ont besoin. N'oubliez pas que cette plateforme CBDC, elle vient de la demande des banques centrales. Elle vient de la demande des institutions financières. C'est eux qui ont demandé à Ripple qu'il nous faut une plateforme CBDC qui est privée. On ne veut pas que tout le monde sache qu'est-ce qu'on est en train de faire avec nos transactions. N'oubliez pas que les banques ne se font pas confiance en ce moment même. C'est pour ça qu'il y a trop de friction, c'est pour ça qu'il y a trop de frais. Il n'y a pas de confiance. Tu vois? Donc, en ayant une plateforme CBDC qui a un côté privé, et en plus de ça, on a le XRP Ledger qui est public, donc on peut avoir des transactions publiques et on peut avoir des transactions privées. Donc, de cette manière, les banques, elles peuvent être à l'aise. De cette manière, les banques peuvent utiliser cet écosystème. De cette manière, les banques peuvent utiliser cette nouvelle infrastructure digitale. Sans ça, les banques ne vont jamais utiliser cette infrastructure parce que les banques sont capricieuses. Elles ont besoin de certains trucs pour pouvoir les endoctriner et pour pouvoir les pousser à utiliser une certaine technologie. Donc, en ayant cette plateforme CBDC qui est exactement pareil que le XRP Ledger, ok, qui utilise les mêmes codes que le XRP Ledger, ce n'est pas une plateforme différente avec un token différent, non. Ils peuvent utiliser XRP et ils sont connectés au XRP Ledger. Ok? Donc c'est pareil. Et ça, c'est l'échelle latérale fédérée, bien sûr. Grâce aux chaînes latérales fédérées, on peut créer une plateforme CBDC, on peut créer un réseau, on peut créer une plateforme, on peut créer une blockchain, on peut créer tout ce qu'on veut et le connecter au XRP Ledger. De cette façon-là, on peut utiliser XRP comme bridge currency, comme token pour les gas fees, comme tout ce qu'ils veulent encore. Okay? Maintenant, cette plateforme CBDC, c'est pas comme RippleNet ou un truc, voilà, c'est un truc différent, totalement différent. Non, ils utilisent les mêmes codes que le XRP Ledger. C'est pareil. C'est juste une blockchain différente. Mais c'est pareil, c'est le même code. Okay? C'est la même chose. Il n'y a pas un autre XRP caché dans cette CBDC plateforme ou je sais pas quoi. C'est par rapport. On avance. Le réseau XRP connaît une activité d'adresse historique sur 2 jours consécutifs. Bah ouais, il y a du FOMO, il y a du hype. Les gens sont chauds. Le réseau XRP a connu 2 de ses plus grands pics d'activité d'adresse au cours de jours consécutifs, signalant une tendance positive possible pour la monnaie numérique. Ah ouais, c'est ce qu'on est en train de voir. On voit ça pompe en ce moment même. Donc le réseau XRP a enregistré 2 des pics d'activité d'adresse les plus élevés de son histoire sur 2 jours consécutifs, selon la plateforme d'analyse blockchain Sentiment. Et là, on parle des 2 des pics d'activité d'adresse les plus élevés de son histoire. Waouh! Ben ouais, parce qu'on est en train d'aller vers la fin de l'affaire juridique. Il y a plein de choses. On est en train d'aller vers un changement de politique monétaire. Les baleines qui continuent à acheter des XRP. Hey, on est à la fin. On est littéralement à la fin. Donc, ce genre de comportement et ce genre d'explosion, ce genre d'activité, ce genre d'excitation, ce genre de FOMO, ce genre de hype, il ne faut pas qu'il nous étonne. Parce qu'à un moment donné, il va venir. Et on savait qu'il allait venir. Donc, plus on s'approche vers la fin juridique, plus ces choses-là vont s'accentuer. Donc, là, on parle des 2 des pics d'activité d'adresse les plus élevés de son histoire. Waouh! Uphold. CRO déclare que XRP répond à tous les critères légitimes de cotation en bourse. Ben ouais, écoute, c'est juste que pour l'instant, il n'y a pas de clarté. Donc, même s'il répond à tous les critères légitimes, les plateformes ne vont pas prendre le risque de le relister. Hein? Parce que s'il reliste XRP en sachant qu'il n'a pas encore sa clarté, ben, c'est comme s'ils se mettent dans la merde eux-mêmes. La SEC peut littéralement aller les poursuivre. La SEC, c'est une agence gouvernementale, elle peut poursuivre n'importe qui, n'importe quand, comme elle veut. Et quand elle te poursuit, crois-moi, tu vas te faire démonter. C'est pas tout le monde qui est Ripple, hein. C'est pas tout le monde qui a 200 millions de dollars à mettre comme ça juste dans l'affaire juridique, dans une affaire juridique. C'est pas tout le monde qui est Ripple. Donc oui, ça répond aux critères, mais tant qu'il n'y a pas de clarté, les bourses ne vont pas relister XRP. Ça c'est sûr et certain. Ok.
La SEC contre Ripple, un avocat de haut niveau déclare que le juge Torres ne décidera pas si XRP est une sécurité. Donc l'avocat Morgan craint que la juge Torres n'ait déjà indiqué qu'elle ne prononcera pas sur la question de savoir si le XRP lui-même est une sécurité. Dans un tweet aujourd'hui, l'avocat australien Bill Morgan s'est dit préoccupé par le fait que la juge Annalisa Torres n'abordera pas si XRP est une sécurité dans le procès entre la SEC et Ripple. Selon l'avocat Morgan, la décision du juge Torres sur la requête d'Aubert des parties a montré la question exacte sur laquelle elle se concentrera probablement dans la prochaine décision de jugement sommaire. Il a souligné une partie de la décision du juge Torres sur la requête des parties d'Aubert, qui stipulait que la question dans l'affaire est de savoir si les défendeurs Ripple et deux de ses dirigeants ont proposé de vendre ou vendu XRP en tant que garantie. Donc maintenant la question d'après Bill Morgan qui va revenir et sur laquelle la juge Torres va se baser, c'est les ventes que les deux dirigeants de Ripple ont fait, donc Brad Garlinghouse et Chris Larsen. Donc elle va se baser sur les ventes, mais elle ne va pas se prononcer sur le fait est-ce que XRP est une sécurité ou pas. Et c'est ce qui fait que Bill Morgan est un peu en colère parce que c'est ce qu'il nous faut nous. On veut vraiment que la juge tranche. Ok, dis-nous, eux ils veulent pas trancher, ils ne veulent pas nous donner la clarté, mais toi, après toutes ces années, après toutes ces informations, après toutes ces recherches, tu devrais trancher. Donc dis-nous, est-ce que c'est une sécurité ou pas? Mais d'après Bill Morgan, la juge va se concentrer sur les ventes que les dirigeants ont fait. Ok. Alors que l'avocat espère que le juge Torres décidera si XRP lui-même est une sécurité, il s'est dit préoccupé par le fait qu'elle ait déjà indiqué qu'elle ne rendait pas la décision sur la question. Mais je crains qu'elle n'ait indiqué qu'elle ne le ferait pas. Le juge Torres ne statuera pas sur les ventes du marché secondaire XRP si Ripple gagne. Il a ajouté que si Ripple perd son procès contre la SEC, le juge Torres devra peut-être décider si XRP est un titre. Cependant, si la société blockchain remporte la bataille juridique, il ne sera pas nécessaire de statuer sur la question de savoir si le XRP lui-même est un titre. Le XRP pourrait difficilement être un titre en soi si les ventes de XRP par Ripple ne s'avéraient pas être des ventes de titres. Donc maintenant, si la juge Annalisa Torres dit que les ventes que les dirigeants de Ripple ont fait, et c'est des ventes, ce n'est pas des ventes de titres, bah ça, même si elle dit que, même si elle n'officialise pas la clarté de XRP, le fait de dire que les ventes, ce n'est pas des ventes de titres, bah directement, ça fait que XRP, ce n'est pas un titre. Voilà, directement. Ça le confirme directement. Même si elle ne se prononce pas directement sur XRP. Donc, même si elle parle des ventes, hein, et si elle dit que ces ventes-là, que Brad Garlinghouse et Chris Larsen et que Ripple a fait, ce n'est pas des ventes de titres, directement, officiellement, sur le coup, XRP, ce n'est plus un titre, on a eu la clarté. Sans qu'elle le dise, on a eu la clarté indirectement. Donc, dans les deux cas, on est good. Pour de vrai. L'avocat pro XRP l'a fait savoir en réagissant à un tweet antérieur de l'avocat Jeremy Hogan, associé chez Hogan & Hogan. Plus tôt dans la journée, Hogan a affirmé que la juge Torres pourrait probablement ne pas aborder la question des transactions sur le marché secondaire XRP dans sa prochaine décision de jugement sommaire. Selon Hogan, le juge Torres n'abordera pas la question car la SEC ne l'a pas explicitement soulevée dans sa plainte. 3 facteurs qui pourraient inciter à une décision sur les ventes de XRP sur le marché secondaire. L'avocat Hogan a partagé 3 points qui pourraient inciter le juge Torres à aborder les ventes de pièces XRP sur le marché secondaire. Selon l'avocat Hogan, Ripple pourrait demander le consentement de la SEC pour inclure dans son jugement final proposé que le jugement sommaire ne couvre pas les ventes sur le marché secondaire XRP. Deuxièmement, Hogan suppose que le juge Torres pourrait répondre aux préoccupations soulevées par plusieurs amicus curiae, y compris la mémoire déposée par Deaton au nom de plus de 75 000 détenteurs de XRP concernant la transaction sur le marché secondaire de XRP. Si Ripple perd le procès, Hogan a déclaré que le juge Torres pourrait être contraint d'aborder la question au stade de la sanction lorsqu'une ordonnance de restitution est rédigée. Donc si Ripple perd, les ventes, le marché secondaire, les transactions qui se font sur le marché secondaire pourraient être impactées. Donc, même ces transactions sont des transactions de titres, tu vois. C'est des transactions de sécurité ou je sais pas quoi. Je sais pas c'est quoi le terme qu'ils utilisent dans ça. Mais si Ripple gagne,
la juge ne va même pas parler du marché secondaire en fait. Donc en fait, Ripple doit gagner. Ripple doit gagner le jugement sommaire. Et je pense que Ripple va gagner le jugement sommaire parce que il n'y a rien qui a été mis sur la table qui prouve que la SEC a tout ce qu'il faut pour gagner. Pour de vrai. Elle n'a rien. Elle n'a rien. Aucun argument, aucun dossier, aucun document. Au contraire, Ripple, elle a les documents de Hinman et en plus de ça, ils seront publics. Je vois mal Ripple perdre le jugement sommaire, la vérité. Mais d'après Bill Morgan, la juge ne va pas se prononcer directement sur XRP. Est-ce que c'est une sécurité ou une clarté? Mais elle va se prononcer directement sur les ventes. Mais pour de vrai, c'est logique. Pas c'est logique, mais pour de vrai, ça me dérange pas parce que si elle statue que les ventes ne sont pas des titres, bah, c'est comme si elle a statué que XRP, ce n'est pas un titre. Parce que c'est les ventes qui font que XRP est un titre. Tu comprends ce que je veux dire? Si les ventes ne sont pas un titre, bah, XRP, ce n'est pas un titre. Bah, elle l'aura officialisé sans l'officialiser en fait. Donc voilà, le stream il est fini. Et avant, pas le stream, qu'est-ce que je dis? La vidéo elle est finie. Je suis tellement habitué au stream. Et vous remarquez vous-même, hein, je te jure, je me retiens. Des fois, j'ai tellement envie de parler, mais je me retiens et c'est difficile pour moi. Ici, ça c'est le rapport de Ripple. Hein. C'est le rapport de Ripple, on le voit bien clairement ici. C'est sorti en 2023, c'est sorti ce mois-là, le 16 mai si je ne me trompe pas. Et regardez ici, on parle de 16 trillions de dollars d'actifs tokenisés d'ici 2030, man. 16 trilliards de dollars, man. Ça, c'est l'Internet de la valeur. Ce n'est pas les CBDC que les CBDC. Ce n'est pas que les stablecoins. Ce n'est pas que la crypto. L'Internet de la valeur, vraiment, 80% de l'Internet de la valeur sera les actifs tokenisés. C'est pour ça que Ripple saute sur les services de garde comme Mekato, Polysign et autres. Parce que quand on aura 16 trilliards d'actifs tokenisés, là on parle de l'immobilier qui sera tokenisé. On parle de nos cartes d'identité qui seront tokenisées, les CBDC, on parle de tout et n'importe quoi qui sera tokenisé. Tu peux penser à tout ce que tu veux, tout sera tokenisé. 16 trilliards de dollars. Donc 16 trilliards de dollars qui sera déplacé dans l'Internet de la valeur. Et on sait clairement quel genre d'outils financiers, quel genre d'outils décentralisés ont été construits, ont été créés pour ça, pour l'Internet de la valeur. Le XRP Ledger et XRP. Donc voilà les gars, 49 minutes. Cette vidéo elle est un peu plus longue, je suis vraiment désolé. Mais sinon je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Merci d'avoir assisté, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas de liker. Et je vous vois demain pour une autre vidéo. Ciao tout le monde, peace.